Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de prendre cette heure avec nous pour discuter Casim. On est ravis aujourd'hui de pouvoir vous présenter ça avec François. L'idée de cette heure ensemble, c'est une présentation. On va présenter ça pendant une bonne trentaine ou quarantaine de minutes sur les enjeux du Casim. Donc, on va revenir un petit peu sur l'histoire de ce que c'est que le Casim, sur les cas d'usage auxquels ça peut répondre et sur lesquels ça peut vous aider aussi dans votre contexte. Je suis Vincent Bastien, un des fondateurs et directeur des ventes chez Oversock et j'ai le plaisir d'être accompagné par François aujourd'hui pour cette présentation. Bonjour à tous, donc, je suis François Devienne, je suis LSSI d'Oversock et j'ai une double casquette aussi, je m'occupe de la partie avant-vente. Je fais l'interface technique entre les clients et l'interne chez Oversock. Alors, qui est-ce qu'on est? Un petit point de contexte sur Oversock. Oversock, on est une scale-up française. On est 28 à l'heure actuelle et on est la première entreprise de CASM, donc CAASM pour Cyber Asset Attack Surface Management, la gestion de la surface d'attaque des assets cyber en bon français. On est supporté par des investisseurs, soutenus par des investisseurs français qui sont en l'occurrence Cyber Impact, Clécha, Co. On fait partie de l'écosystème à travers différentes associations et vous voyez, je ne vais pas décrire toute la slide. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et dans ce que c'est que le Casim. En fait, le Casim, c'est un type, c'est des solutions logicielles qui naissent après une fois qu'on a fait ce constat. Ce constat-là, c'est 3 points principaux. Le premier, c'est qu'on a une surface d'attaque qui se complexifie. Petit point de sémantique ici, quand on dit surface d'attaque, c'est pas uniquement la surface exposée, c'est vraiment tout ce qui est exposé sur Internet, mais également tout ce qui constitue l'interne du système d'information des entreprises. Donc, cette surface d'attaque-là, elle se complexifie parce que des nouveaux usages, le télétravail, tout ce qui est travail en nomade, l'informatisation aussi de parties du système d'information, par exemple industriel, biomédical dans le milieu de la santé, ce genre de phénomène qui complexifie la surface d'attaque, le move to cloud aussi, qui vient ajouter une autre couche encore de complexité sur cette surface d'attaque qu'il faut gérer. En tout et pour tout, le chiffre clé à retenir ici, c'est qu'il y a une augmentation de 133% à peu près de la surface d'attaque tous les ans. C'est un rapport qui s'appelle le rapport SCARP qui a étudié ça. Très intéressant. Deuxième point, c'est la multiplication des solutions, des consoles qui sont associées à la gestion de cette surface d'attaque. De plus en plus d'acronymes que vous connaissez ou pas, mais en tout cas, ils sont de plus en plus nombreux. EDR, XDR, CMDB, SIEM, SOAR. Autant sur la partie IT, on va dire traditionnelle, que sur la partie cyber aujourd'hui. On en a de plus en plus des outils comme ça sur des grands comptes. Il y en a ça peut aller jusqu'à 30 à 50. En moyenne, sur les entreprises toutes tailles confondues, on est autour de 9 outils au minimum pour gérer la sécurité à travers ces outils IT et cyber déployés. Le dernier point, c'est on a une surface d'attaque qui se complexifie, de plus en plus d'outils pour la gérer, mais de moins en moins de profils, ou en tout cas une vraie pénurie de profils pour gérer cette surface d'attaque-là. 15 000 postes aujourd'hui à pourvoir dans France. Dans le monde, on parle de millions de postes qui sont à pourvoir. Et tout ça, ça amène des vraies problématiques de visibilité, de compréhension globale des systèmes d'information qu'on doit gérer dans la sécurité. Aujourd'hui, si on se pose la question de comment est modélisée la surface d'attaque des entreprises, on a plutôt des réponses comme ce qu'on voit sur la gauche, c'est-à-dire les dashboards, les tableaux de bord des solutions qui sont en place, des tableaux de bord ou des fichiers Excel, parfois même on voit des choses assez exotiques. En tout cas, une multiplicité de plateformes, de fichiers, d'outils très techniques, assez multiples, et qui finalement ne ressemblent pas vraiment à une carte, comme on pourrait l'imaginer, de la surface d'attaque des entreprises. Cette diapo-là, elle revient aussi sur l'histoire d'Oversock. Les premières personnes avec qui on a discuté de ces sujets-là, c'était les militaires qui nous ont dit, nous, le premier réflexe qu'on a quand on arrive sur un terrain de bataille, un champ de bataille, c'est on sort une carte autour de laquelle tout le monde peut communiquer. On sait où sont nos forces, où sont les forces ennemies, où sont les points stratégiques, le relief du terrain aussi, les difficultés qu'on pourrait rencontrer, ce genre de choses.
En tout cas, beaucoup de données, et c'est un peu plus ce qu'on voit sur la droite, c'est une carte qui ressemble à une carte finalement ici du champ de bataille d'Austerlitz, avec beaucoup de points de données, beaucoup d'informations sur un médium qui est pourtant hyper efficace, autour duquel tout le monde peut communiquer et qui est compréhensible. Aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on a sur la gauche qu'on voit dans les entreprises, c'est-à-dire beaucoup d'outils techniques sur lesquels il est difficile de communiquer, en tout cas pour modéliser cette surface d'attaque, cette carte des entreprises. La théorie sur laquelle on se base et sur laquelle les outils Casim se basent aussi, c'est quelle information et comment on va consolider, agréger de l'information pour modéliser cette carte, ce inventaire plus, si je puis dire, consolidé du système d'information. Le papier théorique de référence là-dessus, en France en tout cas, c'est le papier sur la cartographie des systèmes d'information de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui nous dit très bien et qui explique en détail qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre cet idéal de cartographie, de vision finalement globale du système d'information. Et ils expliquent qu'il y a trois parties importantes à aller récupérer en termes de données. La donnée sur l'infrastructure, la donnée sur l'applicatif et les utilisateurs liés à cet applicatif-là. Et le dernier point, c'est toute la donnée autour du métier. C'est pouvoir contextualiser, poser du fonctionnel sur de la donnée technique de l'infrastructure et de l'applicatif. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, dans la pratique, ce dont on se rend compte, c'est que les équipes, et c'est ça le vrai problème, le cœur du problème auquel répondent les technologies Casim et Oversock en particulier, c'est le temps passé par les équipes cyber et IT à aller récupérer, sauter d'une solution à une autre, enfin passer d'une solution à une autre, récupérer, agréger, consolider et expliquer cette donnée sur le système d'information de façon manuelle. Aujourd'hui, il y a énormément de temps qui est perdu à la collecte et la consolidation de la donnée autour de la cartographie du système d'information qui est faite de façon manuelle. Ça amène trois grands problèmes principaux. Un premier, en tout cas les aspects derrière ça, c'est le premier, c'est qu'il y a peu de bases, voire jamais de bases de données cyber consolidées exploitables, ce qui fait que quand un DSI, quand un RSSI pose la question à ses équipes, combien on a d'assets, combien on a de postes de travail, combien on a d'autres Windows dans le système d'information aujourd'hui, et ben en fait, on va avoir autant de réponses que d'outils en place. Et donc, pas une visibilité, pas une information précise, pas une information unique, ce qui amène évidemment des problèmes derrière de gestion, de pilotage autour de la remédiation, par exemple, ou du suivi des déploiements de nouveaux outils ou ce genre de choses. Premier problème, donc, une absence de base de données consolidée, exploitable. Deuxième souci, tout ça, c'est lié, ça amène aussi des problèmes de partage d'informations, de communication. On a nos équipes en interne avec des équipes qui monitorent, qui utilisent, qui déploient différents outils, pas les mêmes. On a des fournisseurs externes qui managent aussi certaines solutions. Et tout ça, ça amène, ce schéma-là, il est intéressant. C'est un schéma qui est anonymisé, extrapolé d'un schéma dans nos clients. Et on voit bien qu'il y a un vrai problème de partage d'informations, d'organisation finalement autour de ces outils qui ne communiquent pas entre eux et ces équipes, du coup, qui ont du mal à communiquer entre elles aussi. Le dernier point, c'est avoir la donnée consolidée, c'est important, et ça permet d'avoir une vision claire de ce qu'on a dans son système d'information, pouvoir communiquer autour de cette vision claire pour gagner en efficacité dans les opérations, dans le suivi des opérations, c'est important aussi. Maintenant, pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir requêter dans l'information facilement. Aujourd'hui, ce qu'on voit et des solutions qui sont sur les comptes les plus matures, on va dire, sur ces questions-là, on voit des gens ou des organisations qui essaient de mettre en place pour répondre à ces questions-là, d'utiliser finalement des outils, par exemple des outils de SIEM, des Splunk, des Elastic, des choses comme ça, pour aller requêter dans l'information pour répondre à des sujets de visibilité, par exemple sur cette question de combien il y a d'autres Windows dans le système d'information. Le fait de passer par ces outils-là, c'est coûteux en ressources, en finances, et c'est peu efficace finalement dans le jour le jour et dans la requête, dans la recherche sur ces informations. Le Casim, c'est justement la réponse à ces problématiques-là. Et le principe du Casim, c'est un premier grand pilier de identifier
les sources de données qui existent chez le client dans l'entreprise. Donc, ces sources de données-là, ça va être autant des sources de données typées, on va dire, cyber, des EDR qui sont déjà déployés, des scanners de vulnérabilité qui tournent, que des solutions également IT. On va aussi pouvoir aller récupérer avec des outils de Casim de la donnée qui provient d'outils de supervision réseau, d'outils de virtualisation de serveurs, par exemple. Ouais, le but, c'est identifier, automatiser la collecte depuis ces sources de données-là. Et surtout, derrière le cœur du réacteur, si je puis dire, du Casim, c'est la consolidation des données qui viennent de ces différentes sources-là. Donc, c'est avoir un référentiel unique consolidé de l'ensemble de la donnée qu'on va trouver dans le système d'information. Ça, c'est le premier vrai pilier de la proposition de valeur des outils Casim. La deuxième, qui est un peu le différenciateur côté Overstock d'ailleurs, c'est comment on exploite cette donnée-là. Nous, on a choisi de projeter cette donnée-là dans un environnement 3D pour rendre cette donnée plus compréhensible, pour pouvoir aussi l'enrichir avec des tags qui s'associent au métier. Donc, c'est contextualiser l'information qui finalement vient d'être consolidée pour améliorer l'exploitabilité de ce qu'on fait finalement. Avoir un référentiel de données consolidées, c'est bien. Avoir ce référentiel avec de la donnée contextualisée pour pouvoir prendre des actions plus facilement, prioriser ces actions de remédiation, en tirer des KPI et aussi de suivi. Voilà un petit peu la proposition de valeur du Casim. Et c'est ce qu'on fait sur ce premier pilier de consolidation. C'est effectivement la majorité des outils du marché de type Casim le fait. Côté exploitation de la donnée par la visualisation 3D, ça c'est un autre différenciateur unique. Ce que ça veut dire, tout ça, c'est aussi en termes de positionnement. Bon, alors le cadran du liste vient de changer, mais vous avez l'idée. Le positionnement du Casim, c'est vraiment plutôt sur les parties d'identification, de protection. Si on reprend un peu l'ensemble des données des outils cyber et du marché, c'est vraiment un outil qui va aider à avoir une vue précise, globale du système d'information à un instant T. C'est plutôt une vue à froid. Ce n'est pas des outils qui ont vocation à générer des événements en corrélant des données d'alerte, par exemple, de différents outils de réaction entre guillemets à chaud. C'est vraiment vue à froid, identification de problématiques, et on va rentrer un peu plus dans les cas d'usage derrière. Et c'est un outil qui vient se nourrir des différentes sources de données, des différents autres outils, comme ce que vous pouvez voir là sur les bords du cadran, vulnérabilité, EASM, CMDB, les consoles cloud, les EDR, etc. On vient s'en nourrir pour créer cette carte, pour créer ce référentiel à travers le Casim. On va passer plutôt sur des exemples de cas d'usage. Donc là, toute la théorie, c'est bien. Maintenant, c'est un peu plus en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert, les outils de Casim? Et François, je te laisse la main. Donc, voilà les cas d'usage que je vais vous présenter. C'est par rapport à nos retours d'expérience en fait, de nos différents déploiements chez nos clients. Donc là, en fait, le premier cas d'usage, donc, qui est la gestion des actifs, c'est vraiment la base première du Casim. En fait, s'appuie sur plusieurs solutions qui sont facilement atteignables par les clients et qui sont présentes dans la majorité des SI de nos clients. Donc, on va parler d'EDR, de CMDB, de scan de vuln, de supervision, de virtualisation. C'est ça les principales sources à l'heure actuelle. Alors, il y en a d'autres, hein, bien entendu, mais c'est ce qui permet de très rapidement, en fait, de faire une première cartographie. Et donc, comme le disait Vincent tout à l'heure, en fait, ça fait beaucoup de solutions chez les clients qui sont exploitées par des équipes qui ne communiquent pas forcément ou qui ne communiquent pas bien. De mon passé, en fait, moi, j'ai été consultant en cybersécurité avant de devenir RSSI d'Oversock. J'ai passé un temps infini, en fait, à essayer de corréler justement des données de scan de vuln, d'EDR dans des tableaux croisés dynamiques où on n'était vraiment pas sûr des résultats, éventuellement utiliser du PowerShell ou du Power BI pour essayer de ressortir des KPI qui n'étaient pas forcément terribles, en passant un temps assez long dessus. Donc voilà, le but premier, c'est qu'on va venir agréger, corréler, unifier en fait toutes ces sources de données au sein d'une seule cartographie, comme Vincent vous l'a rappelé.
Et donc, ça va permettre déjà de faire l'asset discovery, suivant les sources, on est capable de le faire, et la consolidation de l'inventaire. Ce premier use case, en fait, va vous permettre de challenger plusieurs solutions. Est-ce que mon EDR est bien installé sur tout mon parc? Est-ce que ma CMDB est propre? Ça, c'est une chimère. Je l'ai vu dans de nombreuses organisations. Jamais une CMDB était propre à 100% quand elle était exploitée. Bien souvent, elle avait été installée, mise à jour et restée dans un coin. Donc là, ça va vous permettre en fait de la challenger, de la mettre à jour, de l'amender. Est-ce que mon scan de vulnérabilité est bien sur l'ensemble de mes actifs, en tout cas l'ensemble des actifs que j'ai en tête? Est-ce qu'il n'y a pas des zones d'ombre qui sont passées au travers? Et un des effets indirects en fait de mettre à jour en fait toutes ces solutions, challenger les équipes, ce sera par exemple d'avoir un premier retour sur le nombre de licences. Est-ce que j'ai pas acheté trop de licences EDR? Est-ce que j'ai pas acheté trop de licences pour mon scan de vulnérabilité? Donc, un des effets indirects peut être financier. Outre le gain de temps, il y a aussi le gain financier. Là, en fait, vous avez l'ingestion des outils dans Oversock. Donc là, on voit qu'il y a eu des données de l'EDR Cyberizon, du Nessus, du Nmap et du GLPI. Bon, les données fake, c'est les données de démo. Et donc, en fait, toutes ces données vont être insérées via le périmètre. En fait, le périmètre est fait à partir de vos réseaux internes, de vos VLAN, tout simplement, qui vont être découpés en zones. Donc, on va le voir juste après. Donc là, on arrive en fait sur la cartographie, vous voyez, qui est découpée en zones, donc là par pays. Et très rapidement, en fait, vous allez avoir des KPI sur la cartographie en général. Vous allez pouvoir naviguer dedans, retrouver les informations utiles, donc qui sont remontées par les diverses sources, hein, donc là, les FQDN, les adresses MAC, les IP. Et derrière, vous allez pouvoir retrouver aussi ces KPI sur chaque zone. Et derrière, vous allez pouvoir faire du drill down, hein. Donc, rentrer dans ces différentes zones. Donc là, par ville. Et après, découper éventuellement par BU. Et là, en fait, vous allez retrouver tous vos assets. Et donc, vous allez pouvoir retrouver les renseignements liés à ces assets. Okay. Et donc, vous allez voir un petit peu plus tard, on va pouvoir filtrer aussi toutes ces données par des requêtes pour pouvoir aller plus rapidement. Le deuxième cas d'usage, une fois en fait qu'on est venu ingérer toutes ces données, on les a consolidées, on les a unifiées, il y a la gestion des vulnérabilités. Donc forcément, nous, on vient ingérer donc, les scans de vulnérabilité quand ils sont disponibles. Après, on peut venir les compléter. Je prends l'exemple, il y a certains EDR en fait, qui remontent toutes les vulnérabilités qui sont installées sur les machines. Et ça, que ce soit des PC utilisateurs ou des serveurs. Et donc ça, en fait, on va venir l'agréger, on va venir l'unifier avec le scan de vulnérabilité. Donc ça va vous faciliter l'identification et la contextualisation en fait de la donnée, puisque tout est présent au sein d'un même endroit. Il n'y a pas besoin de faire de mix dans un tableau ou je ne sais quoi. Tout est présent au même endroit. Et de notre côté, on va venir mettre du contexte supplémentaire en fait dans la plateforme. On vient récupérer les données du CERT, des différents CERT. Hein, donc, il y a le CERT FR, le CERT santé, le CERT japonais. Il y en a encore 2 autres. Et on vient récupérer aussi les données du FIRST sur le PSS. Ça, j'aurai l'occasion d'y revenir juste après. Les 2 bénéfices premiers en fait de ce use case, c'est que vous allez pouvoir venir challenger en fait vos process de mise à jour. Est-ce que mon process de mise à jour des machines est bon? Est-ce que toutes mes machines font partie du process d'update? Est-ce que toutes mes machines se mettent bien à jour? Et ça aussi bien pour les PC utilisateurs que pour les serveurs. Et derrière, le deuxième effet, c'est d'avoir, comme vous avez une vue exhaustive, vous allez pouvoir gérer l'obsolescence. Est-ce que tout mon parc de machines obsolètes, alors il y en a très souvent dans les SI qui tournent encore sur du Windows XP, du Windows 2003, du Windows 2008, voire du Windows 2012, qui est passé très récemment en end of support, si mes souvenirs sont bons. C'est d'avoir une vue sur ces assets-là, être sûr qu'ils soient tous cartographiés
et derrière mettre les mesures de sécurité nécessaires, ou en tout cas vérifier que les mesures de sécurité et d'accès ou d'autres hein, sont bien appliquées sur ces machines. Donc ça, c'est un des bénéfices voilà, d'avoir une visu globale. Et dans le process d'update, ça va être de pouvoir aussi supprimer, faire du nettoyage et d'avoir des bases saines pour avancer. Et quand on vous demande des KPI ou quand vous avez besoin de faire une recherche, d'être sûr de la pertinence de la donnée. Et en plus de ça, vous allez pouvoir suivre dans le temps en fait la remédiation. Comme les données sont ingérées quotidiennement, voire plusieurs fois par jour dans Oversock, vous allez pouvoir suivre les remédiations au cours du temps avec l'historisation des données et des divers KPI qui en ressortent. Je vais vous donner quelques chiffres en fait d'un déploiement qui a été fait chez un de nos clients de la logistique. Donc il faut savoir que c'est un client qui possède beaucoup de sites avec une équipe SI assez restreinte et donc ils ne peuvent pas être sur tous les sites en même temps hein, parce qu'il me semble qu'ils ont une trentaine ou une quarantaine. Une quarantaine. C'est une quarantaine de sites avec plusieurs milliers d'assets. Ça doit être plusieurs centaines. Ça doit être 1500 assets si mes souvenirs sont bons. Grosso modo, de ce qui est ressorti de l'installation d'Oversock, c'est qu'il y avait 50 machines qui étaient en dehors du périmètre de la DSI, hein, donc qui étaient complètement en mode shadow, qui vivaient leur vie dans leur coin. Donc, qui dit ça, pas forcément de DR, pas forcément de process de mise à jour, pas forcément de process de durcissement aussi derrière et de sécurisation. Ils ont pu mettre à jour leur CMDB. Grosso modo, il y a 10% des assets qui étaient dans leur CMDB qui ont été supprimés, qui ont été amendés, qui ont été mis à jour. Donc, ça leur a offert une visibilité complète sur leur SI. Et la personne qui s'occupait des scans de vulnérabilité, grosso modo, son temps a été divisé par 2. Je pense qu'il faudrait rediscuter d'ailleurs avec elle parce que ce temps encore a dû encore diminuer parce qu'il a dû gagner en efficacité. Mais grosso modo, en premier jet, c'était temps divisé par 2. Ce qui représentait grosso modo 0,5 ETP dans cette entreprise. Donc alors, le but n'est pas d'aller mettre la personne à mi-temps, hein, bien entendu, mais c'est de la mettre sur des opérations à valeur ajoutée, forte valeur ajoutée, plutôt que d'aller chercher des KPI dans des fichiers Excel et compagnie. Voilà. Donc, c'est pour vous donner quelques KPI KPI rapides sur la mise en place d'Oversock au sein d'une société. Là, en fait, vous avez la vue par vulnérabilité. En fait, Oversock, on aura l'occasion d'y revenir, présente plusieurs modes. Donc, comme vous voyez tout en bas, il y a 4 petits carrés. Donc, le premier mode, c'était la cartographie infra. Et le deuxième mode, c'est la cartographie vulnérabilité. Donc là, en fait, comme pour la première vue, vous allez retrouver des KPI qui concernent en fait tout votre SI. Le principe est exactement le même. Donc là, en fait, vous avez la liste de toutes les vulnérabilités qui sont dans votre SI avec les CVSS, avec le nom des CVE et avec le PSS. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le PSS. Donc ça, c'est une donnée qu'on récupère du first hein, et qu'on vient agréger en fait aux données qui sont déjà présentes dans Oversock. Donc le PSS, c'est l'indice d'exploitabilité d'une vulnérabilité. Et donc ça, c'est un des use cases qui découle de la gestion des vulnérabilités. Ça va vous permettre en fait de prioriser la remédiation sur votre SI. Alors quand je dis prioriser, je vais essayer de prendre un exemple qui pour moi est parlant. On va prendre, vous avez 2 serveurs qui sont porteurs d'une vulnérabilité. À savoir qu'il y a un des serveurs qui est critique pour vous, l'autre qui l'est un petit peu moins. Vous avez 2 CVE d'un côté de 10 et de l'autre côté de 8,5 par exemple. Sauf que celle de 10 représente est présentée avec un EPSS de 40%. Et la deuxième est présente avec un score EPSS proche de 100%. Et potentiellement, cet actif-là est critique pour vous. Vous allez prioriser la remédiation de la vulnérabilité sur ce serveur-là plutôt que sur le deuxième. Ça ne veut pas dire que le deuxième, il ne faut pas s'en occuper, mais il va venir dans un second temps. Il va falloir dire aux équipes de s'occuper de celui-là en priorité et du deuxième. Donc, c'est un des effets en fait
de la corrélation de données dans Oversock, c'est de retrouver très facilement ce qui est prioritaire ou voire ultra prioritaire, voire critique. Et on le verra après, en fait, avec la notion de tag, ça va vous permettre, en fait, de gagner en rapidité, en efficacité. Et donc, bon, après, il y a d'autres données qui sont présentes dans le tableau, notamment les solutions, si elles sont proposées par les scans de vulnérabilité. Et donc là, en fait, vous allez très rapidement pouvoir faire ressortir la donnée, par exemple, la recherche sur une CVE. Par exemple, une CVE qui ressort du bulletin de sécurité. Donc là, vous voyez qu'il y a 3 machines qui sont impactées dans une zone bien distincte, toujours en drill down. Et vous allez pouvoir les récupérer très facilement avec le mode d'isolation, en fait. Vous allez pouvoir récupérer le FUDN. Vous allez pouvoir jouer avec la carte. Par exemple, je dire, OK, je vais voir si cette machine, elle port 22 qui est ouverte. OK, donc je vais venir le rajouter dans mon filtre. Clac. Faites ça, ça la rajoute dans le filtre et il n'y a plus qu'à exécuter la commande pour retrouver tous les assets qui ont cette CVE et le port 22 ouvert. Et là, on va venir voir s'il y a des machines taguées comme Vital. Donc là, il n'y en a pas, mais on pourrait très bien en faire ressortir. Troisième et le quatrième use case, donc pour moi qui sont liés, c'est la conformité et la réponse aux incidents. Donc comme le disait tout à l'heure Vincent, le but d'Oversock aussi, c'est de proposer en fait un médium commun qui permet de parler à tout le monde en fait dans une DSI voire dans une entreprise. Donc parler aussi bien aux équipes de prod qu'à la partie gouvernance, voire la partie direction générale d'une entreprise. Donc ça va pouvoir se faire au travers de KPI personnalisés. Donc j'aurai l'occasion de vous le montrer juste après. En fait, les KPI, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où la donnée est présente dans Oversock, vous allez pouvoir faire des requêtes dessus et sortir des KPI. Et donc, ça a parlé aux responsables de prod, au RSO, au RSSI, à la DSI. Un des effets aussi bénéfiques, c'est que, par exemple, un DSI, un RSSI qui va devoir aller défendre ses budgets en fin d'année, très rapidement, il va pouvoir ressortir des KPI en termes de couverture EDR, en termes de scan de vulnérabilité, en termes de PC qui ont telle version, donc il va falloir changer le parc. Et c'est des KPI qui sont facilement retrouvables et qui parlent à tout le monde. Le deuxième effet aussi, c'est la contextualisation des chaînes de valeur. Donc, à partir des tags, en fait, vous allez pouvoir taguer des assets dans Oversock. Donc, l'un des premiers tags qui a été implémenté dans la solution, c'est vital ou non vital. Donc ça va être amené à évoluer, bien entendu, dans le temps. Mais vous allez pouvoir matérialiser, en fait, vos chaînes de valeur. Alors, quand je dis matérialiser vos chaînes de valeur, ça peut être matérialiser l'analyse de risque, à savoir que tous ces assets-là sont critiques, donc on vient lui mettre un tag particulier, ou matérialiser vos chaînes de valeur. Je vais prendre un exemple. Dans le retail, la supply chain, c'est ultra critique. Si la supply s'arrête, grosso modo, les magasins sont plus livrés ou mal livrés, ou les commandes vont arriver de façon aléatoire. Et donc, ça va être ultra problématique pour le cœur du business de la société. Donc, en taguant, en fait, tous les acteurs, en fait, ou tous les assets de la supply dans Oversock, vous allez pouvoir tous les taguer. Et si un jour, il y a un incident, donc ça me permet de rebondir sur la réponse aux incidents, sur le serveur XB2PR, qui est très parlant pour les équipes de prod, mais qui va être moins parlant pour l'équipe sécu, voire pour le DSI. On va retrouver cet asset dans Oversock très rapidement et on va voir qui est tagué supply. Et en reprenant le tag supply, on va avoir toute la chaîne qui est liée à la supply chain et on va savoir que tous ces assets-là vont potentiellement être atteints à un moment ou à un autre par l'incident ou par l'attaque. Et ça va vous permettre de communiquer aux équipes en interne facilement et de deux, en fait, d'avoir encore une fois un médium commun qui est parlant pour toute l'entreprise, qui va être parlant pour la prod parce que vous allez retrouver les noms des assets et ça va être parlant aussi pour l'équipe sécu et pour la DG. Parce que ça, en général, dans les gros incidents, il y a toujours une personne de la direction qui est présente et ça va lui parler. Parce que vous allez mettre
en valeur la chaîne en fait qui est critique pour le business. Et donc ça va vous permettre en fait de gagner en rapidité et en maturité et en efficacité. Imaginez un grand écran et que tout le monde comprenne les informations qu'il y a dessus, ou au moins une très grosse partie et que ce soit parlant. Que tout le monde soit autour d'une carte qui ressemble à une carte. C'est ça, exactement. On a une vidéo avec les KPI. Alors, très rapidement, en fait, vous voyez tout en haut à gauche, vous avez les KPI personnels et les KPI partagés. Donc, les personnels, en fait, c'est des KPI qui vous sont propres, qui sont sur votre espace, qui vous sont dédiés, et vous pouvez les partager. Donc, quand ils sont partagés, ils sont accessibles à toutes les personnes qui ont accès à Overstock. Donc, vous allez le voir juste après, en fait, les KPI sont fabriqués à partir de requêtes. Et donc, en reprenant un KPI, vous allez pouvoir ressortir la requête qui a été faite pour ce KPI et ressortir très rapidement, en fait, les données. Donc, après, vous pouvez jouer avec vos filtres, avec vos filtres et avec vos KPI pour faire ressortir diverses informations. Et donc là, par exemple, on va s'arrêter sur une vue critique sur un asset vital. Et très rapidement, vous voyez, on ressort l'information et en drill down, en fait, on va pouvoir aller récupérer l'asset. Donc là, OK, j'ai mon asset. Pouf, je fais un export. Donc l'export s'effectue en fichier, sous format de fichier CSV. Et vous allez pouvoir très rapidement, en fait, communiquer aux équipes en disant, ben voilà, ce serveur-là, ou ces serveurs-là sont impactés par telle chose. Il faut me faire de la remédiation, il faut me les patcher, il faut me les durcir, ou toute autre action à mettre en avant. Et effectivement, je me permets de rebondir sur la toute dernière image que vous voyez dans la vidéo. On voyait aussi la possibilité de venir, on va pas repasser dessus, mais on voyait la possibilité de taguer justement les assets comme étant vitaux pour le métier ou d'ajouter des tags personnalisés aussi, type qui est responsable de quel asset et à quelle chaîne de valeur ça peut être associé. Ce genre de choses. Merci beaucoup François pour les use cases. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a une vingtaine de minutes pour y répondre. Je vois qu'on a une première question. Est-ce que la solution s'adresse à moi si je n'ai pas beaucoup de sources de données? Est-ce que ça te parle ça, François? Ah, oui, oui, tout à fait. Alors, bien entendu que la solution peut être installée, même si vous n'avez pas beaucoup de sources de données. Alors, il y a toujours une source, au moins une source où on peut s'appuyer. En général, il y a toujours un antivirus ou un EDR qui est installé sur les machines. Donc ça fait déjà une première source de données. Et à côté de ça, nous, on est capable, en fait, de vous mettre à disposition, ou alors, enfin, d'installer en fait chez vous des solutions de type Nmap, Greenbone et LibreMMS qui vont permettre en fait de faire de la découverte sur votre SI. Et ces données-là, on est capable en fait de les agréger dans Overstock et de vous donner déjà un premier niveau de cartographie, ce qui va vous permettre déjà de vérifier que l'antivirus ou le DR est bien installé et être sûr en fait que tout ce que vous aviez en tête sur votre SI soit réel. Et à la suite de cette cartographie, ça peut être une bonne base pour construire un inventaire avec, pour ne pas le nommer, un GLPI. Après, il y en a d'autres, hein, bien entendu. Je ne fais pas la pub d'un produit ou d'un autre. Pourquoi pas de mettre en place un premier niveau de remédiation suite aux premiers scans de vulnérabilité qui ont été faits sur votre parc. Donc oui, on est capable de répondre à ce use case-là. Et c'est tout, toute comment dire, la profondeur qu'il peut y avoir derrière des solutions de Casim. Ça peut être autant pour des clients qui sont relativement peu matures et qui cherchent justement à comprendre ce qu'il y a et quelles peuvent être les bonnes prochaines étapes, que pour des clients hyper matures qui ont déjà plein de solutions et qui savent plus s'y retrouver dans la gestion de ces solutions-là et dans la consolidation des données qui viennent de ces solutions-là. Et après, j'ai une petite précision en fait sur le mode d'ingestion en fait des données dans Overstock.
dès qu'une API est disponible sur la solution, on le fait en mode API, comme ça, c'est automatisé. Après, il y a juste comment dire, à configurer le nombre d'ingestions à la journée ou à la semaine. Tout dépend de ce qui est attendu par le client. En combien de temps on déploie la solution? Eh bien, très rapidement. Nous, de notre côté, alors le modèle de déploiement d'Oversock, c'est en SaaS, hein, et donc le temps de déploiement chez nous est rapide. Après, ce qui va être le plus long, en fait, c'est d'avoir les accès aux diverses solutions chez les clients, éventuellement monter un tunnel VPN site à site entre chez nous et chez Oversock, hein, pour pouvoir venir chercher de la donnée qui est on-prem. Ça peut être sur tout type de solution. Une fois qu'on a tous les prérequis, c'est très rapide. Nous, l'environnement est prêt. On fait les premières gestions. Si on a tous les prérequis, c'est 2 semaines. Effectivement, quel que soit le type de solution qu'on a en face. C'est-à-dire que si on a une liste de connecteurs qu'on connaît déjà, pour lesquels ça va même bien plus vite que ça, et une liste finalement de connecteurs, comme si en tout cas la solution déployée chez vous n'est pas dans cette liste de connecteurs, ça nous prend 2 semaines pour le développer et être en capacité d'ingérer la donnée. Par exemple, je vois la question qui vient de tomber. Est-ce que vous avez un connecteur avec l'EDR Arfanglab? Oui, on a un connecteur avec l'EDR Arfanglab. Une trentaine de connecteurs à l'heure actuelle de développer sur des solutions d'EDR, scan de VIN. Comme le disait Vincent, si jamais comment dire, vous avez des solutions où on n'a pas encore le connecteur, c'est un non-sujet. En fait, il n'y a aucun problème pour que de notre côté, ça soit développé et intégré. Il y a une question pour toi, François. La découverte peut-elle remonter les éléments actifs du réseau? Switch, firewall, borne Wi-Fi, etc. Oui, tout à fait. Alors, pour cette partie-là, si vous avez déjà un référentiel en interne, dans la supervision, par exemple, on peut venir l'intégrer à Oversock. Après, si vous souhaitez faire de la découverte, on est capable aussi de vous proposer. Alors, c'est pas natif à Oversock, hein, on vient s'appuyer sur un outil qui est déployé chez vous, qui vient faire de la découverte via le protocole SNMP, protocole de supervision. Donc, oui, c'est tout à fait possible là. On l'a déjà fait. Hein. Peut-être une précision aussi, on a parlé du déploiement et du fait de 2 semaines, grosso modo, pour déployer la solution. Une précision aussi sur le type de déploiement. On sait le faire en SaaS, on sait le faire on-prem aussi. C'est oui, tout à fait. Un des avantages qu'on peut avoir à utiliser à Oversock aussi. Et alors, comment dire, je vais rebondir sur le temps de mise à disposition. Si, admettons, vous voulez déclencher un POC avec nous, vous avez la main sur toutes vos solutions, on a tous les connecteurs, ça peut être beaucoup plus rapide que ça. En moins de 2 semaines, ça peut être fait. Je tiens à le préciser. Et s'il n'y a pas davantage de questions, on peut se retrouver sur tous les réseaux, mail, téléphone, LinkedIn, où vous voulez. Si vous avez davantage de questions, on sera ravis d'en discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre temps et votre attention, et au plaisir de vous croiser. Et merci François, c'était top de présenter ça avec toi. Merci Vincent, merci à toi. Bonne première. Merci. Bonne journée, à tous. Allez, bonne journée à tous, à très bientôt.